Bienvenue au podcast Au-delà du Kale, un podcast où on va explorer le bien-être sous toutes ses facettes. Mon nom est Dominique Dubé, je suis le cofondateur de Evive Nutrition et j'ai une curiosité immense pour le sujet de la croissance personnelle et du bien-être et je vous invite avec moi dans ces discussions-là fascinantes. Bonne écoute. Geneviève, Allô? salut! Salut. Merci d'avoir fait la route Oui, avec plaisir, c'est du sûr. Mexique. Ben là, oui, c'est une longue route. Tu étais en Outaouais pour J'ai en l'été. j'ai encore mon teint un peu basané, Ouais. oui. Tu viens aujourd'hui parler d'un sujet que j'ai beaucoup de curiosité, qui est le microbiote. Oui, le microbiote. Tu es docteur PhD, postdoctorat Oui, en psychologie, oui, spécifiquement clinique, clinique, oui. pendant 17-18 ans. Oui, j'ai pratiqué comme psychologue clinicienne pendant presque 17 ans. Oui, c'est ça. Puis pour ceux qui nous écoutent, ça va être une discussion, je pense, assez fascinante parce on va discuter d'une approche alternative à ce qu'on connaît de la psychologie et de la santé mentale Oui, et de différents troubles qui nous affectent et qui affectent les gens d'Amérique du Nord de plus en plus. oui, Moi, ce qui pique ma curiosité dans tout ça, dans toutes les approches alternatives, puis on va en parler beaucoup dans le podcast Au-delà duquel, c'est que ça ouvre nos perspectives à quelque chose de différent. Puis la narrative est très forte sur certaines façons de se traiter. oui. Et il y a des gens dans ta communauté qui ont des résultats exceptionnels avec des approches alternatives. Fait qu'on va en discuter un peu. Puis Oui. une de ceux-là, c'est le lien entre le microbiote puis la La santé santé mentale. exactement. Fait que, il y a 18 ans, tu as commencé ta pratique. Tu avais une pratique plus traditionnelle. Tu avais une Exact. clinique en Outaouais. Oui, Et là, il y a eu un moment, il y a eu un déclic où tu as commencé à essayer de faire des liens entre le microbiote et la santé mentale. Fait que oui, parle-nous un petit peu de ce de ce déclic-là. lien. Ben, il y a 2 éléments principaux qui m'ont amené comme un peu vers la curiosité d'aller plus loin. Le premier élément, c'est la santé de mon fils. Donc, j'ai un fils qui a 17 ans, qui est né avec des enjeux de santé. Et puis, rapidement, j'ai été confrontée. J'étais déjà psychologue à sa naissance, jeune psychologue. J'ai été confrontée rapidement à devoir ouvrir à des stratégies, disons, moins traditionnelles pour l'aider. Fait que ça, c'est la première partie du cheminement. Pourquoi? Les stratégies traditionnelles fonctionnaient pas. C'est Tu les simplement avais... qu'il n'y avait pas beaucoup d'options Hmm. autres que la pharmaceutique. Donc, quand un enfant qui a des enjeux digestifs, donc dès la naissance, des reflux, toutes sortes de problématiques du système digestif, il y a, à part tu sais, donner des antiacides pour un bébé, là, changer la formule, puis tu vois que ton enfant va pas mieux. Donc, j'ai dû rapidement essayer de comprendre, ben voyons, ça se peut pas que j'ai pas d'autres stratégies qui s'offrent à moi que la médication, d'abord. Et puis, dans cette quête de cheminement-là, mon enfant se développait avec des enjeux moteurs très importants, avec, bon, donc, on passait des batteries d'évaluation avec différents professionnels, mais en même tu fais évaluer ton enfant, mais il y a pas tellement beaucoup de solutions, donc, hein? Fait que ça, c'est la première chose. Puis à l'époque, jeune psychologue clinicienne, je travaillais également en psychiatrie. J'ai travaillé plusieurs années dans un hôpital psychiatrique et je voyais un peu la même chose, c'est-à-dire en psychiatrie, les gens entrent avec une très grande détresse, des enjeux très sévères, sont souvent médicamentés, euh, font un peu de travail en thérapie traditionnelle, mais après ça, est-ce que les gens guérissent vraiment? Pendant des années, j'ai constaté que c'est pas mal, c'est très limité ce qu'on peut accomplir. Donc, dans soit ma profession, ce que je voyais sur le terrain clinique, ou mon fils, ce à quoi j'étais confrontée dans la fermeture ou la non-disponibilité d'outils. Comme j'ai un background en recherche, j'ai commencé à faire de la recherche, hein. C'est ça que j'ai fait. Et pour découvrir un monde existant depuis des centaines d'années qui est le microbiote intestinal. Hmm. C'est ça. Vraiment, vraiment intéressant. Puis une des choses depuis qu'on est parent et qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui deviennent parents, Oui. qu'on voit fréquemment, c'est les problèmes gastro-intestinaux ou les Oui. reflux, tout ça, des jeunes enfants, des jeunes bébés, Mhm. qui amènent son lot de défis pour le bébé, évidemment, mais pour les parents, Oui, qui dorment pas. qui dorment pas, les coliques, tout ça. Oui, Nous, on a été chanceux, on n'a pas vécu ça. Une des affaires que les gens ont essayé et qui a marché dans la grande majorité des cas, c'est le régime d'éviction. oui, Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'était pas quelque chose qu'on te disait quand tu sortais de l'hôpital avec tes bébés, parce que Mhm. ça semble être comme
une personne sur 3 ou 4 là, Oui, qui vit ça. oui, oui. Peux-tu nous parler un petit peu de pourquoi c'est aussi commun, les bébés qui ont des problèmes gastriques? C'était ça il y a 100 000 ans ou c'est comme quelque chose de récent? C'est plutôt récent. Ben, déjà, il y a 17 ans, quand j'ai accouché, tu sais, je veux dire, on n'en parlait pas, ou en tout cas très peu. J'ai dû chercher dans la littérature, puis rencontrer un ostéopathe, puis un naturopathe qui m'ont ouvert aussi les yeux là-dessus, parce que en médecine traditionnelle, dans mon domaine en psychologie traditionnelle, zéro, là, rien. Donc, pourquoi les bébés ont plus d'enjeux gastriques aujourd'hui? C'est que les bébés héritent de la flore, du microbiote de la maman, des parents à la conception, mais aussi de la maman. Et on sait aujourd'hui que les mères sont exposées à beaucoup de toxicité environnementale. Alors donc, sachant ça, on sait que la flore intestinale, c'est le reflet, disons, d'une forêt ou d'un jardin. J'aime bien l'imaginer comme ça parce que c'est facile. Alors, on est fait de milliards de micro-organismes, de bactéries, de virus, de microbes qui nous habitent et qui habitent tous nos microbiotes. Et à la naissance, le bébé, au passage vaginal, lors de l'allaitement, le pot à pot et la conception du bébé, il va hériter et bâtir son microbiote. Et comme les parents, on est exposé à plus de toxicité aujourd'hui que jamais, hein, ça veut dire que nos enfants naissent avec des flores intestinales qui sont le système digestif est déjà, je vais dire, plus vulnérable et déjà affecté pour plusieurs enfants dès la naissance. Plus de difficulté à digérer des choses complexes. Exactement, mais oui, plus de difficultés à digérer. C'est comme si les ouvrières du système digestif sont déjà euh, affectées par la toxicité de la mère à la naissance. Et ça va juste se complexifier lors du développement de l'enfant parce que accoucher à l'hôpital, par exemple, avec certaines interventions médicales dès la naissance, et ensuite de ça, on plonge dans un environnement où il y a des toxines partout, dans la nourriture, hein, la liste, Ouais, environ 40 000 nouveaux produits chimiques depuis les 40 dernières années auxquels on est exposé chaque jour, qui ouais, n'existaient pas. Et ça, ouais. c'est une grande partie du pourquoi les enfants sont, je vais dire, plus malades. Si j'étais dans mon champ à moi en psychologie, on voit une explosion des troubles neurodéveloppementaux qui n'existaient pratiquement pas quand j'ai commencé à pratiquer, là, il y a une vingtaine d'années. Fait que tu as fait ta recherche pour essayer d'aller trouver des solutions. Qu'est-ce que tu as découvert assez rapidement? Rapidement, en cherchant juste comme trouble gastrique chez l'enfant, on voit qu'il y a de la recherche sur la composition du microbiote de certains enfants. Donc déjà, les familles de bactéries qui y vivent, qui peuvent différer d'un enfant à l'autre, ce qui peut affecter aussi le tractus digestif. On va parler aussi de plein de choses là, comme comment les selles sont évacuées chez l'enfant. Puis il y a beaucoup de littérature disponible là, sur le sujet. Puis, as-tu des pistes, des actionables, que tu as pu faire assez rapidement? Quand tu as fait ta recherche, tu as dit, OK, je vais ajuster X, Y, Z avec mon enfant. Oui. Ben, en fait, nous, on a commencé, une des premières choses qu'on a fait, c'est de changer la formule, parce que mon enfant était rendu avec la formule en canne, tu sais, là, Mhm. canne. Et quand j'ai recommencé à lire les ingrédients sur cette formule, je me suis aperçue que le premier ingrédient, c'est du sucre. Hein, non? Déjà, tu nourris ton enfant au sucre avec des huiles végétales raffinées, avec toutes des choses que notre enfant ne devrait pas consommer. Donc, on a commencé par changer cette formule de lait. Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et un peu plus tard, je me suis formée en Europe avec une psychiatre qui avait mis de l'avant la pertinence de la diète sans gluten et sans caséine pour les enfants souffrant de troubles neurodéveloppementaux. J'ai pris cette formation-là en Europe, qui était reconnue par l'Ordre des psychologues du Québec, OK. surprenamment. Ouais. Et je me suis formée et on a commencé à amener des changements dans l'alimentation de notre enfant tranquillement. OK. Ouais. Est-ce que vous avez coupé 100% de gluten à la maison? On a coupé 100% de gluten, mais là, 15 ans plus tard, on ne Toujours consomme pas pas. de grains du tout. Pas de OK. grains, pas juste le gluten, aucun grain. Aucun grain. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre... Est-ce que c'est spécifique à essayer de régler ou faire un reset sur le gut, le microbiome, ou est-ce qu'on ne devrait pas en consommer ou peu en consommer? Est-ce que c'est une prescription, tu penses, générale quand tu avais fait ta formation là-bas, ou c'était vraiment spécifique à un trouble? Bien là, comme on parlait spécifiquement des troubles neurodéveloppementaux, évidemment, ben, je peux donner mon avis, là. Moi, je pense qu'on ne devrait pas consommer ces aliments-là pour différentes raisons qu'on peut creuser, là.
si on a le temps. Mais en fait, chez un enfant qui naît avec des enjeux digestifs, comme mon fils, on sait qu'il y a une fragilité des ouvrières. Hein. Fait qu'il faut comme voir que quand on mange, on a des ouvrières, des cellules qui vont s'occuper d'absorber les nutriments pour nous et de nourrir la flore intestinale, qui, elle, à son tour, va créer sur mesure plein de choses qui sont importantes dans notre bien-être physique et mental, dont les neurotransmetteurs, une grande partie, dont les hormones, dont les substances antivirales. Fait que la flore va comme, elle sait exactement ce que notre corps a besoin et avec les nutriments, elle va pouvoir créer ça. Ça, j'ai appris ça récemment, qu'il y a une Ouais. grosse portion des neurotransmetteurs qui sont créés dans le gut. Oui, et ça, c'était le deuxième objet de ma découverte scientifique, c'est-à-dire qu'on sait que le système immunitaire et 85% des neurotransmetteurs responsables de notre équilibre mental sont créés dans l'intestin. Ouais. Hein? Mais ça, c'est accepté. Je veux dire, c'est tout le monde. Ben, je veux dire, tu as juste besoin de chercher un petit peu pour le savoir. C'est plus controversé. Ben, c'est-à-dire que, disons, dans un parcours traditionnel en psychologie, on va beaucoup parler que les émotions vont influencer le système digestif au sens comme on le sait quand on est stressé, que Ouais. ça va ralentir la digestion, par exemple. Ouais. Mais on ne parle pas beaucoup que ce qu'on mange va venir influencer aussi parce que c'est bidirectionnel, l'axe intestin-cerveau. Ouais. Fait qu'on en parle beaucoup d'un côté, mais pas beaucoup de l'autre. Ouais. Mais c'est accepté, c'est juste pas discuté. Parce que c'est mesurable, je pense, en tout cas, de ce que Oui, j'avais. c'est C'est mesurable. mesurable la quantité de neurotransmetteurs qui est créée Oui, par le maintenant, il y a gut des versus le tests pour ça. cerveau. Puis c'est peut-être, je sais pas, un tiers est créé par un ou l'autre. Là. Mhm. Puis ce qu'on mange, évidemment, impacte le microbiote. Oui. Puis aussi, quand tu es jeune enfant, puis que tu es souvent malade, tu as des probiotiques, des antibiotiques, puis ça vient aussi Affecter la détruire, flore, c'est ça. d'affecter la Donc, flore. les antibiotiques, mais aussi, on parlait de la toxicité tantôt, là, toutes les substances auxquelles on est exposé sans qu'on s'en rende tellement compte, qui affectent le microbiote de la peau, le derme, hein, les savons, les shampoings, euh, hein, notre peau est connectée aussi avec notre intestin. La bouche a un microbiote bien particulier à Mhm. elle. Donc, tout ce qu'on met dans la bouche va avoir un impact. C'est le début du système digestif, ce qu'on va avaler, ce qu'on respire. Notre poumon a son propre microbiote. Donc, il va gérer une partie de la toxicité pour nous, etc. Fait que tous ces beaux microbiotes-là sont en discussion constante. Hein? Ouais. Puis, un jour, mon fils a fait une crise d'asthme. Et puis, j'avais discuté avec le médecin. Il était hospitalisé. Puis, le médecin m'a dit, Madame, on recule, là. Ça fait 15 ans, au moins. Il m'a dit, ça se peut que votre fils n'ait pas toléré une certaine toxicité d'une intervention médicale. Et puis, elle fait une crise d'asthme par la suite. On voit ça souvent en urgence. Et j'ai commencé à creuser dans la littérature pour m'apercevoir que si mon intestin est fragilisé, c'est un organe détox, l'intestin, c'est-à-dire on produit de la toxicité. Nos bactéries produisent une toxicité. Hein. Quand on a des gaz, des ballonnements, c'est une toxicité. Mais on évacue aussi la toxicité par l'intestin, qui est un organe majeur. Mais si l'intestin est surchargé ou trop occupé ou abîmé, c'est le poumon qui va l'évacuer. Il y a eu une explosion des cas d'asthme dans les dernières années. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Je ne suis pas une experte dans l'asthme, hein, mais ça fait beaucoup de sens qu'une explosion des cas d'asthme soit liée au fait que les enfants sont encore de plus en plus non seulement exposés à la toxicité de leur propre intestin et extérieur, puis qui prend le relais si l'intestin est occupé? C'est le poumon. Fait que moi, ça fait beaucoup, beaucoup de sens logiquement, là, tout ça. Fait que vous avez enlevé les grains, Oui. les produits laitiers. Spécifiquement, les produits laitiers, c'est une protéine, je pense, la caséine, Oui. qui est plus Très, très difficile à digérer. Surtout chez un enfant qui a... Bon, l'autre partie de ce que j'ai découvert, c'est que si le système digestif est abîmé, je dis abîmé, mais les ouvrières, les cellules sont fatiguées, disons. Bien, quand on va digérer, donc, la digestion va être affectée parce que l'ouvrière est fatiguée. C'est comme une ouvrière, pas de pelle ou pas de marteau. C'est plus difficile. Et la caséine, entre autres, elle va être digérée sous forme de peptide qu'on appelle la casomorphine. Donc, pour certains enfants qui ont un système digestif fragile, ben, ils vont consommer de la caséine. Puis, en fait, la réaction va s'apparenter à si on est exposé à la morphine. Parce que le peptide, c'est casomorphine. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont se désorganiser après avoir consommé des produits laitiers commerciaux qui ont de la caséine, mais en plus du sucre, du lactose, parce que les produits ne sont pas fermentés et sont pasteurisés. Donc, on se ramasse finalement avec le sucre et la protéine dure à digérer dans un produit et dans un intestin fragile, ça peut complètement déstabiliser neurologiquement notre enfant. Attends,
il vit un trip de morphine. Ça peut Ouais, s'apparenter à un trip de morphine. Puis ça, ex- c'est si le système digestif est dérégulé. oui, Si le système digestif est en santé, tu le digères autrement, tu ne crées pas cette exactement. je Ce ne me rappelle plus du nom, peptide peptide-là, morphine. ouais, Là, ouais. il va pas être digéré en casomorphine. Ça, c'est Donc, quand il te manque un petit peu les ouvriers pour bien le c'est faire. ça, OK. c'est ça. Par contre, dans nos produits laitiers commerciaux, par exemple, il y a du lactose. Donc, si les gens ne réagissent pas à la caséine, des fois, ils vont réagir au lactose. Ce sucre-là va venir alimenter une flore pathogénique qui va créer des toxines. Puis, qu'est-ce qui arrive quand cette flore est alimentée et elle crée des toxines? Ben, on a des gaz, on a des ballonnements, on ne se sent pas bien. OK. On ne se sent pas bien au niveau intestinal. Le OK. sucre. Fait que des enfants qui font des. Ben, fait qu'il faut être vraiment à l'observation de nos Notre enfants. enfant. Qu'est-ce qu'il a mangé avant C'est ça. la crise? Puis C'est ça. ça peut donner des petites pistes de solutions. Exactement. Puis là, qu'est-ce que tu fais si tu veux faire un reset que tu es sûr que les ouvriers ont des pelles? C'est quoi les étapes? Ben, c'est ça. Finalement, à un certain moment, je suis tombée sur un protocole alimentaire qui a été créé par un neurologue qui s'appelle le GAPS, c'est en anglais. C'est l'abréviation pour Gut and Psychology Syndrome. Donc, Tu le me disais que tantôt, syndrome c'était la première professionnelle certifiée de ça spécifiquement. au Québec. Ouais, juste pour donner le Oui, contexte. Ouais. oui. Puis maintenant, ben là, j'en parle là, sur les réseaux depuis quelques années. Puis je sais qu'il y a une médecin pédiatre qui a été formée aussi, que je connais. Yes. Et une infirmière clinicienne aussi que je connais qui s'est formée. OK. Fait qu'on est OK. rendu là, au printemps 2025, 3. Fait que dans le fond, ce GAPS-là, c'est le syndrome entéropsychologique. Donc, c'est un protocole qui a été euh, mis sur pied pour aller travailler, soigner finalement le système digestif, pour resserrer les jonctions du mur, donner des aliments extrêmement digestes, donc qui ne demandent à peu près pas de travail des ouvrières, avec beaucoup de nutriments et des matériaux de construction pour venir resserrer les jonctions du mur de l'intestin. On se nourrit, mais on donne un méga break à notre système digestif. Maximum de nutriments, puis avec le moins de travail possible. Parce on estime que les entérocytes sont fatigués. Et pour se régénérer, ça leur prend à peu près 5 jours. Fait qu'à chaque cycle de 5 jours, il y a une nouvelle cellule. Donc, en leur donnant une pause et en absorbant beaucoup de nutriments facilement, sans demander trop à la digestion, ben, la régénérescence des cellules est comme favorisée. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange dans ce régime-là? On mange beaucoup, beaucoup d'aliments protéinés, donc mais digestes, donc des bouillons, des viandes qui ont été mijotées à feu très doux de manière hypotoxique sur une longue durée, et puis des gras animaux. On absorbe bien les gras animaux quand même, c'est assez facile à digérer, et les jaunes d'œufs. Ça dépend de la sévérité des symptômes, là, mais disons qu'on va évincer ce qui contient de la fibre pour un certain moment et se concentrer sur ce qui est très absorbable et puis qui va donner des matériaux comme la choline, comme des acides aminés essentiels pour resserrer le collagène, le collagène et le cholestérol pour resserrer les jonctions. Et en s'en allant dans cette diète-là, ce protocole-là, on ajoute les aliments, mais on les apprête différemment pour les rendre plus digestes. Donc, par exemple, on peut ajouter des produits laitiers, mais il faut apprendre à les faire à la maison. Les Les fermentés. fermenter, exactement. Pour enlever le lactose, puis modifier la structure de la caséine, par exemple. Même chose pour les légumes et les fruits, on va lacto-fermenter pour augmenter la disponibilité des probiotiques, mais aussi briser la fibre pour que ça soit assimilable plus facilement. On le sait, ben, je pense, là, en tout cas moi, Oui. tout ce qui est fermenté, tu sais, c'est bon pour le système immunitaire. Oui. Ça Fait augmente la disponibilité des nutriments, des probiotiques, ouais. c'est ça. Mais Fait que est-ce que c'est mettons, qu'est-ce qu'il y a derrière la fermentation? Là, tu as expliqué que ça brisait les fibres. oui, C'est quoi qui fait que c'est bon? C'est-tu juste ça? Ça le rend plus digeste? ça rend l'aliment plus C'est digeste. essentiellement ça, là, dans le fond, la Essentiellement. fermentation. Essentiellement. Il y a aussi des techniques de trempage, de germination pour éliminer les antinutriments dans certains aliments qu'on consomme. Hein, parce qu'il y a des aliments qu'on consomme naturellement en se disant que c'est bon pour la santé, mais ces aliments-là contiennent des antinutriments, Les légumineuses. entre autres. C'est quoi? Peux-tu parler un peu des antinutriments? Qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce qu'il y a dans les légumineuses? Oui, ben en fait, dans ce protocole-là, GAPS, il n'y a pas de légumineuses pendant plusieurs mois, parce que quand on consomme des légumineuses, en fait, ce sont je pense en anglais ce matin, des glucides complexes des légumineuses, hein? Donc, très difficile à digérer en général si ce n'est pas apprêté correctement, c'est-à-dire trempé pour éliminer les toxines.
Il y a toutes sortes d'antinutriments dans les légumineuses. Une canne de pois chiches, ça considère-tu comme trempée? Elle est Non, dans son liquide, non? non. Il faut faut techniquement prendre une bonne qualité de légumineuses, donc qui ont été séchées, là, qui sont sèches, et les tremper, idéalement les fermenter ou les germer pour rendre l'aliment vivant et augmenter la disponibilité des probiotiques et retirer les antinutriments. Donc, c'est des aliments, c'est des plantes qui ont des mécanismes de défense. Et un de leurs mécanismes, pour pouvoir éliminer par le corps, ils vont aller piger dans nos minéraux essentiels pour pouvoir être C'est ça, des éliminés. antinutriments. C'est C'est que ça Ça t'en va enlève au lieu binder. de t'en donner. C'est ça. Ah. Pour être éliminé, le corps va utiliser nos réserves pour aller les éliminer. Fait que tu as un net négatif sur certains En minéraux. mathématiques, on pourrait dire ça. C'est Ah. ça. Oui, exactement. Il y a d'autres aliments qui ont des mécanismes de toxicité alimentaire comme ça. Les Le légumes sucre, verts. Les légumes verts. Fait qu'il faut Ouais. les apprêter comment? Lequel? Lequel, c'est des oxalates, entre autres. Hein? Ouais. Oui, ben en fait, il faudrait ne pas en manger, mon avis, ou en manger de saison seulement. L'autre élément, c'est que on a toujours accès à tout ici au Québec à l'année. Donc, le cycle naturel d'éliminer, c'est le temps duquel on en mange un peu, puis ensuite, il n'y en a plus. Fait qu'on n'en mange plus, on mange autre chose. Ça serait, mon avis, la façon la plus naturelle de se nourrir. De saison. De saison. Et aussi de pas toujours manger les mêmes aliments sur l'année, hein, parce que ça ne pousse pas toujours. C'est ça. Donc, le kale, entre autres, qui contient un niveau élevé d'oxalate, si le système digestif va très bien, il n'y en a pas de problème. On va l'éliminer. Mais si notre système digestif est fatigué, ça peut s'accumuler dans le corps et créer des petits problèmes neuropsychiatriques et même physiques, inflammatoires. Et il faut blanchir pour pouvoir éliminer une partie de ces antinutriments-là. Un kale qui est blanchi ou qui est cuit avec basse température pour faire des chips de kale, mettons. Ouais. Ça va? En fait, c'est très complexe, les oxalates. Je viens de faire une formation justement là-dessus. Ouais. J'ai lu les 2 plus récents livres qui ont été sortis dans les réseaux là, de Sally Horton sur les oxalates. J'ai fait une formation il y a quelques semaines. Ce que je comprends de tout ça, là, c'est comme par exemple dans le régime GAPS, on élimine tous les végétaux qui ont des oxalates pendant plusieurs mois. Parce qu'on est en reset, on est en train de rebattre. On ne va pas exposer son corps à de la toxicité. On fait attention. Et ensuite, on peut réintégrer. Fait qu'il faut vraiment blanchir le kale pour pouvoir éliminer une grande partie des antinutriments. Après, tu peux le déshydrater, si tu veux, de manière hypotoxique. OK. Oui, blanchir. Fait qu'une fois que le reset est fait, c'est combien de temps, le gap? Ça dépend de la sévérité des symptômes. Donc, si je travaille avec par exemple, une personne... Bon, on se rappelle, moi, j'ai travaillé en psychiatrie plusieurs années, donc évidemment, c'est un peu mon champ de voir des gens qui ont des troubles sévères et persistants. Alors, si je vois une personne qui a un trouble bipolaire, par exemple, ben ça peut prendre un reset digestif 3 à 6 mois avant que la flore intestinale travaille bien, l'élimination des toxines se fasse bien. La personne va commencer il va y avoir un reset hormonal et de neurotransmetteurs qui va s'opérer. Ça peut être systématiquement? Plus rapide. Systématiquement. Systématiquement, les gens vont s'améliorer. Ça va 100%. Optimiser 100% la santé. Optimisation. Ouais. Il n'y a pas d'ajustement au régime. Par exemple, quand tu commences une médicamentation, ça ne va pas faire à tout le monde. Fait que, des fois, ils vont ajuster ta médicamentation. Mais est-ce que ce régime-là, GAP, fonctionne pour tout le monde? Bien, tu as raison de dire que chaque personne ayant sa flore et sa particularité, il y a des gens qui vont réagir à certains aliments, donc il faut s'ajuster. On appelle ça du die-off. Quand on introduit des nouvelles bactéries, parce que dans le régime GAPS, il y a beaucoup de probiotiques, de bactéries, tout ça, pour repeupler la flore. Donc, évidemment, quand je repeuple ma flore, j'ai aussi des mauvaises bactéries qui meurent. Et ces mauvaises bactéries-là libèrent des toxines lors de la mort. Et ça s'appelle un die-off. Donc, c'est toujours un peu difficile de prédire qui va réagir à quel aliment. Mais oui, faut s'observer vraiment, là. Parce que le die-off peut durer 24, 48 heures. Après, ça revient à l'ordre. Fait qu'on fait un ajustement, c'est-à-dire que les phases se chevauchent. Il y a des gens qui vont cheminer plus rapidement dans la phase 1 à 2, puis d'autres vont rester plus longtemps sur la phase 2 à 3 parce que leurs symptômes sont plus sévères, par exemple. Un enfant qui a des troubles digestifs ou comportementaux ou tout ça, qui commence avec toi le régime GAP, on change la nourriture, on fait le ménage du garde-manger. 3 à 6 mois, il y a un reset, il y a des résultats.
après ça? Est-ce qu'il faut maintenir un certain régime pour pas que ça revienne? Ou La réponse, c'est que dans ce protocole, on apprend à cuisiner et apprêter les aliments de manière à les rendre plus digestes, plus disponibles pour le système digestif, mais aussi augmenter leur teneur en probiotiques et réduire les antinutriments. Donc, la plupart des gens peuvent manger de tout après, là. On peut manger de ouais, tout. ouais, Il ouais, y a ouais. pas d'aliments qui sont non permis en autant que ce soit apprêté correctement. Évidemment, la malbouffe, c'est toujours à proscrire, mais on peut faire des écarts, mais le système réagit plus rapidement. Ouais. On le sait que, oups, on a mangé quelque chose, puis notre corps nous envoie des signaux qui sont les bons signaux. Parce que beaucoup de gens sont habitués de manger des aliments avec de la toxicité, avec des additifs colorants, nanana. Le corps réagit plus à chacun de ces aliments-là. Il s'adapte Mm. à la toxicité. Mais quand on enlève la toxicité, puis on fait un grand ménage comme ce reset-là, bien là, on le sait quand on fait des écarts d'aliments transformés. On va le sentir plus rapidement. Comme avec l'alcool. Exact. Si Si tu t'arrêtes bois une l'alcool, bouteille de vin par jour pendant des années, ça va, mais quand tu arrêtes de boire, tu ouais, prends un verre, tu le sens. ouais, ouais. Le niveau de toxicité, le corps va réagir plus vite. Même chose. Ouais. OK. Fait que la question que j'ai souvent, c'est est-ce que je vais pouvoir sortir manger une pizza? Oui. Comme tu peux prendre un verre de vin, mais si tu n'as pas mangé de pizza pendant un an, tu risques de ressentir les inconforts s'il y a inconfort à avoir. Ouais. Moi, avant qu'on commence, ce que tu m'expliquais, ça m'a ouvert une lumière, là, parce que dans l'alimentation, tout le monde a un petit peu ses croyances Oui. parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Oui. Moi, j'ai commencé tel régime, ça a fonctionné, ça a réglé tous mes problèmes. Mhm. Tu as du monde plant-based, tu as du monde carnivore, tu as Oui. du monde keto. Ils ont Oui. tout, c'est tout vrai. On peut Ça a trouver réglé de la leur. science de tout ça en plus. Tu Là. peux trouver de la science Oui, de oui, tout ça. oui. Puis ça a réglé des gros problèmes physiologiques, neurologiques, tout ça. Mhm. Puis ce que j'ai compris quand on s'est parlé, c'est que dans le fond, si tu commences un régime keto pendant un certain moment, ça peut exécuter un genre de reset sur ton gut, Oui. régler des problèmes. Oui. Puis après ça, tu vas devenir un apôtre de ce régime-là parce Oui. que ça a réglé les plus gros problèmes de santé que tu avais. Oui. Et tu retrouves ça dans le plant-based, tu retrouves ça. Fait que, Oui. Il faut comprendre les mécanismes derrière le pourquoi que ça marche pour comprendre pourquoi on continue ou non. Mais ce qui m'a fait vraiment allumer, c'est dans le fond la ligne directrice de tout ça, parce que ça peut sembler mélangeant. Mhm. La ligne directrice, c'est le reset du gut. C'est ça. Puis là, je vais comme Ah, Fait OK. que si, par exemple, une personne va vers un régime plant-based, les gens se sentent bien. Entre autres parce que quand tu adoptes un régime vegan plutôt, ben, tu élimines d'emblée tout ce qui est dur à digérer. C'est-à-dire les produits laitiers commerciaux qui ont du lactose, qui ont de la caséine, mais aussi les produits transformés, donc les toxines du même coup. Donc, aller vers un régime vegan, c'est faire une détox en soi. Tout le monde est bien en détox pendant un certain temps. Donc, la raison pourquoi on se sent bien, c'est qu'on plonge en détox. On a plus de clarté mentale. Le corps fait du ménage. Et là, D'ailleurs, tu deviens là, on dit, un wow, là. prophète de ce Ben oui. régime-là, parce que ça marche. Oui, puis Ouais. il y a les légumes, par exemple, ont cette fonction détox. Les plantes médicinales, pour nous, ça a une fonction de détox. C'est à ça que ça sert. On devrait donc les utiliser pour faire de la détox. Est-ce qu'on peut être, par contre, en détox toute sa vie? Ça, c'est l'autre question importante. Fait que j'ai adopté ce régime-là vert. Je suis en détox, je me sens bien, mais qu'est-ce qui arrive après 6 mois, 8 mois, 10 mois? Bon, c'est là où c'est dans la littérature et cliniquement, on va voir qu'il y a des choses qui vont apparaître parce que détox égale donc, si je le sais que le verre me détoxe, je ne peux pas à la fois me nourrir profondément et me détoxifier en même temps. Donc, logiquement, une fois que j'ai fait une détox, mon corps a besoin d'aller charger des aliments qui vont être nutritifs, qui vont me nourrir, qui est complètement l'inverse de la détox, on s'entend? Mhm. OK. Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que la détox a sa place et sa fonction, mais là, c'est qu'il manque des données dans le courant, mettons sur les réseaux, tout ça, de quand est-ce qu'on arrête la détox pour se nourrir et puis est-ce que mon corps, qu'est-ce qu'il va faire avec ces substances-là après? Parce qu'on le sait, il y a des oxalates, il y a des antinutriments dans les légumes et les fruits, il y a des toxines. Ouais. Les fibres, Les fibres. c'est un rôle de détox ou un rôle de. Ça aussi, on entend ça beaucoup parler. Ben, en nutrition traditionnelle, hein, les fibres, ouais. Ben, la raison pour laquelle en psychiatrie, les gens s'améliorent de 150% quand on les met sur des régimes carnivores ou keto ou le GAPS, qui est, on peut dire, plus proche du carnivore ou du keto, c'est parce qu'on enlève la fibre. Donc, ça aussi, c'est de comprendre ce que les gens disent, les fibres, c'est bon, les fibres, c'est pas bon. En fait, c'est
C'est jamais noir ou blanc, là. Les fibres ont une fonction d'évacuation pour nous. Par contre, si j'ai un intestin, je suis toujours fragilisée. Donc, si ma forêt intérieure est en déséquilibre, ça veut dire donc que j'ai plus de... Je suis en dysbiose. C'est-à-dire je peux considérer que j'ai plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Fait que quand je consomme des fibres, c'est indigeste pour l'humain, des fibres. Ça racle, ça floche. Mais étant indigeste, si mes ouvrières sont fatiguées, ont de la misère déjà à absorber des aliments nutritifs, donc les fibres sont dures à digérer, ça ne se digère pas. Et ça donne du fil à retordre de plus et les fibres restent là et deviennent la nourriture de mauvaises bactéries, d'une flore pathogénique. Fait que c'est pas que c'est comme Ben, en fait, c'est jamais bon ou mauvais, c'est ton où est-ce que état, tu es, toi, c'est ça. ton état. C'est ça. Et là, il y a une Oui, prescription de c'est ça. régime Ça, mais associée. comme on parle toujours, on s'adresse à tout le monde. Ce qui est bon Ouais. pour tout le monde, c'est que là, on manque le point des fibres. Là, ils ont une fonction, mais ça ne veut pas dire que c'est quand tu as un intestin fragilisé, ça ne veut pas dire que ça te va. Là. Puis on les enlève d'ailleurs dans le régime GAP s'il n'y en a pas de fibres. Pour plusieurs mois. Ça veut dire qu'on les réintègre éventuellement, mais pour plusieurs mois, on veut donner une pause au système digestif parce que comme ça ne se digère pas, on considère que d'ajouter quelque chose ou d'ajouter des toxines ou d'ajouter des oxalates ou d'ajouter des fibres, ça donne plus de travail à ton système digestif, ce qui fait beaucoup de sens. Ouais. OK. C'est ça. Ouais. 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 Alors, on les C'est enlève. quoi les troubles spécifiquement qui fonctionnent avec le régime GAP? Le régime GAP, ça a été bâti pour les troubles psychiatriques spécifiquement. Donc, tout ce qui rentre dans la psychiatrie, le trouble bipolaire, la psychose, la schizophrénie, la dépression sévère et persistante et le trouble alimentaire qu'on voit beaucoup en psychiatrie, l'hospitalisation pour les troubles alimentaires, les troubles obsessionnels compulsifs. Et puis, j'en oublie-tu, tous les troubles neurodéveloppementaux maintenant, comme l'autisme. Donc, elle a bâti son protocole pour spécifiquement ces troubles qu'on appelle psychiatriques. Mais aujourd'hui, le DSM, il est ça d'épais. Là. Ouais. Ouais. On s'entend. Il grossit aussi à chaque année. Il y a des révisions, puis il Ouais. ajoute des troubles. Puis moi, quand j'ai commencé à pratiquer, on était au DSM 3 là, quand j'étais à l'école. Ensuite, DSM 4, 5, on est en révision du DSM 5. Il y a des troubles qui partent puis qui reviennent. Mais c'est une neurologue, elle, la docteure qui a écrit ce protocole-là, puis elle a travaillé spécifiquement avec des gens qui avaient des troubles neurologiques assez sévères. Fait qu'elle s'est vraiment centrée sur... Mais là, vous êtes une mini-armée là, qui parlait du GAP. Là. Vous êtes 3 au On est Québec. 3. Dans le monde, y a-t-il une Oui. place à terre où c'est plus fort? Ou... Oui, ben en fait, les pays européens sont beaucoup plus forts. C'est déjà, d'ailleurs, je suis allée me former en France pour plusieurs formations en alimentation, tout ça, là-bas. Donc, la diète sans gluten et sans caséine. C'est une psychiatre française qui m'a formée. Il y a plusieurs praticiens GAPS en Europe qui sont formés. Et puis, aux États-Unis, Ouais. plus, beaucoup plus, ouais. Ça grossit. Ça grossit. Parce que ça marche. Parce que ça marche, puis aussi parce que c'est une chercheure qui a écrit ça, puis elle est en train de publier. Donc, ses essais cliniques sont publiés. Ça fait 25 ans qu'elle a mis ça sur pied. Puis là, elle se fait publier dans des journaux. Fait que quand tu commences à te faire publier dans des journaux, ben, on entend plus parler publiquement. C'est ça. Mais quand tu es un parent, puis ton enfant a un diagnostic de, comme moi, mon fils, triple 10, là, dysfonction non-verbale, dyspraxie motrice sévère, TDAH, Olivier, tu vas essayer des choses. En tout cas, comme parent, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre finalement de faire ce régime-là? La seule chose que j'ai, c'est je vais gagner, là. Il n'y a rien à perdre, là. Cuisiner différemment, manger différemment. Entre ça, puis mettre mon enfant sur une pharmaceutique pour gérer ses troubles digestifs ou ensuite son agressivité, ses crises de panique, ses tics, plusieurs tics moteurs. J'ai dit, je vais l'essayer, pourquoi pas. Directement, tu as été là-dessus, tu n'as pas essayé les médicaments avant? Bien, les seuls médicaments que mon fils a eu, c'est des antiacides jusqu'à temps que j'embarque sur des changements. Puis aussi de l'asthme. Il a été médicamenté pour l'asthme pendant un certain temps. Puis maintenant, on a fini ça. Mais tu fais des choix comme parent. Là. Puis ça a fonctionné, il y avait quand même beaucoup de troubles, ton enfant. Ça a fonctionné assez rapidement ou ça a été comme assez long pour... En fait, on a vu des changements. Dès qu'on a retiré la caséine Ouais. puis le gluten, on a vu des changements. Donc, beaucoup plus calme au niveau du système nerveux, moins de crise oculaire, la constipation chronique, parce que la plupart de ces enfants avec des problèmes, ont des problèmes aussi de constipation chronique. Ça s'est réglé aussi. Et puis, tranquillement, on le sentait plus calme au niveau du système nerveux. Il a intégré un groupe à la garderie normalement, parce que c'était très dur les contacts sociaux.
Fait que là, je voyais qu'il y avait de l'intérêt pour les amis. Là, j'ai dit, ah, c'est intéressant. Quand l'inflammation intestinale se résorbe, le désir social augmente. Le goût d'aller vers les autres Hmm. augmente. Donc, je disais des projets de recherche sur le fait que l'associabilité émotionnelle, c'est causé par un intestin inflammé. On le voit aussi chez les souris. Quand ils sont dans une diète standard, là, les souris, ils deviennent inflammés, puis ils s'isolent. Ils ne vont plus dans leur groupe. On le voit même chez l'animal que ce concept-là d'inflammation intestinale fait que les gens se retirent, se replient sur soi. Quand on parle d'inflammation, on s'imagine tout quelque chose qui gonfle. Là, c'est-tu ça, dans le fond, tes cellules gonflent intestinales? C'est quoi Le l'inflammation gonflement, intestinale? ouais, c'est quand, dans le fond, ton mur, ta paroi, dans le fond, elle, ben, il y a une jonction, là, finalement. Puis la jonction devient comme moins étanche, hein, ça s'ouvre. Fait que ça, c'est les cellules. Puis là, il y a une jonction qui s'ouvre. Et donc, il y a des particules d'aliments non digérés et des toxines qui peuvent pénétrer. Puis là, ça va alerter le système immunitaire. Puis lui, pour te défendre, il va dresser l'inflammation. Fait que le système, si tu frappes un doigt, il va amener de l'inflammation pour protéger et guérir. C'est un peu le même concept, mais c'est créé par une jonction du mur qui n'est pas assez étanche. Donc, il y a des particules qui devraient pas, qui pénètrent là. C'est la même chose pour les réactions allergiques. Ça ne devrait pas pénétrer là. Ça fait réagir le système immunitaire. On Les appelle ça une allergies aussi, ça a réponse. explosé dans les dernières C'est pour la années. même raison. OK, ça, c'est vraiment Ouais, intéressant. ouais. Fait que dans le GAPS, il y a le volet des troubles neuropsychiatriques, tout ça, mais il y a aussi un autre volet qui est, je travaille pas avec ce volet-là parce que c'est comme hors de mon champ, mais toutes les allergies, l'asthme, les maladies auto-immunes, les problèmes thyroïdiens, hormonaux, qui est la même source, c'est-à-dire les jonctions du mur sont entrouvertes, les particules d'aliments non digérés, les toxines qui devraient être évacuées, Ils rentrent. pénètrent, c'est ça, et ils font réagir le système immunitaire. Ah. Puis ce qui a créé ce gap-là, c'est. euh, L'exposition à la toxicité. OK. Ouais. L'exposition à la toxicité et des ouvrières qui sont fatiguées, n'arrivent pas à bien faire leur Les travail. ouvrières, c'est les bactéries. Les cellules. C'est les Les cellules. cellules. Fait OK. qu'on a comme ça ressemble à du gazon, en fait. On a comme une couche de bactéries qui ont des petits cheveux, là, des petits villis. Ils absorbent les nutriments, puis ils nourrissent ensuite nos bactéries. OK. Et les bactéries ensuite créées sur mesure. C'est comme on voit ça comme la forêt. Les arbres, c'est comme les cellules. Puis ce qui est souterrain à la forêt, tu as tout un système un système souterrain. Dans le fond, les plantes se nourrissent entre elles. Il y a des champignons, des réseaux de bactéries, de micro-organismes. Sous la forêt, c'est riche en micro-organismes. C'est le sol qui fait que les arbres poussent, les fleurs poussent, qu'on voit à la surface. C'est le même concept, mais dans l'intestin. Je comprends. Tu comprends? Ouais. Fait que dans le fond, Puis s'il y a c'est de la les. pluie dans ta forêt, puis s'il y a des nutriments, ça va pénétrer dans le sol va se nourrir, puis il y a tout un réseau souterrain où les plantes, ils cohabitent. Hein, c'est des Ouais. compagnons, dans le fond. Ils ont besoin des champignons, de tel type de plantes pour survivre. La permaculture. Permaculture. D'où mon intérêt maintenant pour Ouais. la permaculture. Ouais. C'est ça. Fait que ça peut être les deux. C'est les cellules et ton tapis. Quand ça va pas bien, c'est les deux. C'est ça. C'est que les cellules sont. C'est comme si tu vois, c'est comme si la forêt avait passé au feu, Ouais. là. Donc, la capacité d'absorption, je dis qu'ils n'ont pas de pelle, mais c'est. Ou c'est sont plutôt, flétris. il manque d'arbres. Quand tu dis le gap est ouvert, là. Oui. Ouais. Oui, c'est comme si entre ces arbres et le sol, il y a un problème. Mm. Il y a un problème. Et donc, ça permet à des substances qui ne devraient pas se retrouver là de pénétrer. Donc, ça fait réagir le système immunitaire, mais aussi, c'est que ça empêche les gens d'évacuer la toxicité correctement. Parce que l'intestin, c'est l'endroit où on produit et évacue le plus de toxicité dans le corps. Là, je te parle, puis je suis comme mais l'inflammation, les réactions auto-immunitaires. Oui. Là, est-ce que, dans le fond, est-ce que ça explique tous les problèmes? Ben, selon le de- GAPS, oui. Oui. OK, donc si on se fie à ce protocole-là et la manière dont le protocole a été conçu, oui. Parce que j'avais lu un livre sur le régime keto parce que j'étais très curieux Mhm. de ce régime. Ça me semblait tellement extrême que j'ai lu un livre qui avait été écrit par un docteur pour comprendre. Puis lui, dans sa pratique, il avait un peu comme toi Mhm. prescrit à beaucoup de gens, des gens qui avaient des cancers, des troubles neurologiques, tout ça. Oui. Puis il y avait des résultats exceptionnels. Oui. Puis là, il s'est dit, faut que j'en parle. Il a écrit un livre, tout ça. Puis j'ai lu le livre, j'étais vraiment convaincu du livre, mais après ça, j'étais comme, c'est pas un régime viable pour maintenir à long terme. Puis là, ben, pour bien du monde, il y en a qui le font, mais Ouais. mon
personal opinion, c'était Ouais. comme, c'est Non, quand la même plupart des intense, gens tu réagissent sais. comme toi, là. Ouais. Ils disent, ben voyons, je pourrais pas jamais rien manger, là. On a Ouais. été formaté comme ça Puis par j'avais la pas de société. problème non plus de santé à Oui, régler. oui, c'est ça. Mais ce que je comprends, je commence à connecter les trucs, c'est que c'est vraiment au niveau du microbiote. Mhm, Tu vas régler ça, tu mhm, réduis les espaces, tu as mhm, moins de toxines, tu as moins de mhm. réactions immunitaires, Exact. tu absorbes plus les Tu nutriments. crées les hormones sur mesure, les neurotransmetteurs, les substances antivirales, antifongiques, Mais c'est antihistaminiques. fou. Ça fait que dans le fond, pourquoi que je l'apprends aujourd'hui? Ah, c'est une excellente question. Pourquoi? Ben, dans les universités, on n'est tout simplement pas rendu là. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que la littérature scientifique, ça peut prendre jusqu'à 20 ans avant qu'on commence à enseigner ça dans les universités. Je dois dire que, bon, moi, j'ai pratiqué pendant presque 17 ans, mes années d'études, disons 20 quelques années, là. Ben, on commence à en entendre parler du microbiote, là. Il y a des documentaires sur Netflix, les Hmm. gens en parlent du deuxième cerveau. Fait que on commence à avoir un courant alors que ça fait 100 ans que c'est publié, puis un peu, moi, il y a 20 ans, je commence à... Tu sais, on le voit là. Fait qu'il faut toujours calculer entre 15 et 20 ans avant qu'un courant prenne le dessus. Et ensuite de ça, bon, les chaires de recherche, les universités, c'est long, c'est un long processus, là. Donc, Changer le statu quo, ça demande beaucoup de temps. oui, Fait qu'il faut. Ben, c'est ça. Dans le fond, idéalement, t'es comme un oui. petit peu à Je suis en l'avance. avant, c'est Ouais. ça. Fait que quand tu es trop en avant, c'est Ça se passe pas bien. pas toujours, non. Non. C'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, j'ai quand même jumelé une pratique traditionnelle comme psychologue pendant des années avec quelques conseils alimentaires, puis ça allait très bien, là. Mais, à un moment donné, après, plusieurs années de pratique, après ma 15e année de pratique, là, moi, ce que je voyais, c'était que cliniquement, ça ne va pas en s'améliorant. Ça va de pire en pire. C'est-à-dire que je vois de plus en plus d'enfants hospitalisés, de plus en plus d'enfants avec des diagnostics. Puis on pourrait se poser la question, ben, est-ce que parce qu'on diagnostique plus, mais tu sais, même cliniquement, les enfants, on voit, ils vont de moins en moins bien. Et là, ça devenait de plus en plus difficile de me contenir sur ces connaissances-là, parce qu'évidemment, je me suis formée principalement à l'extérieur du Canada. Hein, fait que ça aussi, c'est... T'avais une autre t'amènes des... perspective. t'as une autre perspective, tu amènes des formations qui sont pas chez vous au Québec. Fait que là, les professionnels du Québec sont... C'est confrontant, je vais dire ça comme ça. Ça peut être confrontant, et puis quand tu as des beaux résultats aussi, ça peut être confrontant sur ce qu'on fait déjà. Puis tu sais, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire ce qu'on fait déjà qui fonctionne, c'est d'ajouter des choses qui nous aident à pallier aux limites des traitements traditionnels. Ben, moi, c'est comme ça que je le vois, là, mais pour certains, c'est pas reçu de cette façon-là. C'est ce qui t'a amené à quitter ta pratique. Exact. Oui, j'ai décidé de quitter ma pratique. Ça a quand même pris 1 an ou 2 là, à fermer ma pratique. Donc, ça fait déjà 1 an que je ne suis plus dans l'ordre des psychologues. Évidemment, quand on s'expose, moi j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux pour différentes raisons, là. D'abord, je veux toucher des gens. Je veux que les gens, tu sais, si tu veux propager un message dans ton cabinet, c'est difficile, hein? Mais sur les plateformes, ça donne la chance de propager un message, des connaissances, d'éduquer la population sur des nouveautés. Donc, j'ai choisi ce canal-là. Mais ça vient avec le versant. Ben là, tu t'exposes donc. Il y a aussi des jugements, des opinions. Tu reçois aussi hein, le feedback là, de la population. Hein. Ouais. La population, une partie de la population heureux d'avoir ces connaissances et de creuser, mais une autre partie confrontée et pas heureux de savoir ça. Donc, ça vient avec les deux versants. Ouais. Et comme professionnel de la santé, quand on s'expose sur les réseaux, ben là, tu as ton autre professionnel qui regarde ça puis qui dit est-ce qu'on veut cette image-là d'une psychologue clinicienne en ce moment? On est-tu rendu là, dans notre ordre ou non? Fait que c'est ça. Faut que tout le monde marche dans la même direction. Faut que ce soit un troupeau avec qui tape le drum sur le même. Ça s'appelle un ordre. Ça s'appelle un ordre, Un ouais. ordre, c'est ça. Donc, l'ordre, tu Mais sais, ce qui me fascine, ouais, oui, c'est challengeant, c'est une approche différente, oui, mais en même temps, on parle d'alimentation. Tu sais, oui. on parle pas de tu recommandes un médicament bizarre, tu sais, que toi tu penses qu'il va marcher. On parle de nourriture pour régler des problèmes neurologiques. Fait que qu'est-ce qui est en combinaison avec la médicamentation? Je Des pense pas fois. que tu es arrivé puis tu as dit genre on arrête tout, là, tu Ben, il y a sais. beaucoup de gens qui veulent se sortir de la médication parce qu'ils sont comme rendus à un stade de vie où ils ont des effets secondaires.
Aussi, il y a beaucoup de littérature qu'on n'a pas sur la suite. Mettons, tu prends un médicament pour un trouble bipolaire, exemple, Hmm. toute ta vie, mais on n'a pas de littérature sur 20 ans, 30 ans d'utilisation de ces Impossible. molécules. Il y a des gens qui sont inquiets d'effets secondaires. Tu sais, alors, c'est comme, il n'y a pas d'autres options là, en ce moment. Il n'y en a pas. C'est ça. Mais sortir quelqu'un de médicamentation, Ouais. bon, ben là, moi, je connais pas ça du tout, Ouais. mais mon impression, c'est que, mettons que tu prends des antidépresseurs, ça peut être difficile d'arrêter du jour Oui, au c'est très, lendemain. très difficile en plus. Puis, il faut un accompagnement. Il faut bien savoir ce qu'on fait. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont pires quand ils sont en symptômes de sevrage, là. C'est Mhm. vraiment très difficile. Contrairement à ce qu'on entend et qu'on se fait dire, ce que j'ai vu dans mon cabinet pendant mes années de pratique, c'est pas ça du tout, là. Ben, J'ai c'était vu des mon centaines de impression, patients, puis là. d'anecdotes là, de gens autour de moi, que Oui, c'est quand même, c'est pas pas facile. Un petit peu facile. comme tu dis, ça peut être pire. Oui, le Donc, cerveau s'adapte à fonctionner sous l'effet de drogue. Fait que quand tu enlèves ça, il faut toute une réadaptation. fait que comment tu le fais? Quelqu'un qui rentre sur le gap, Oui, il maintient sa oui, oui, il faut médicamentation, maintenir parce puis que... comment, Oui. à quoi ça ressemble? Un petit peu le processus. Bon, tu as un 3-6 mois de Oui. régime, puis ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe au niveau de la médicamentation? Ben, moi, je travaille en collabo avec une pharmacienne, là, entre autres. Puis, il y a des gens qui sont formés en déprescription. Donc, c'est des spécialistes là, pour accompagner. Fait que dans le fond, quand tu optimises le système digestif, ou en d'autres mots, comme la neurologue dit, quand tu soignes ton système digestif, donc, la capacité du corps de reproduire les substances que tu as besoin pour bien fonctionner physiquement et mentalement revient. Alors, sur du long terme, les gens peuvent penser à se diriger vers un sevrage. C'est pas tout le monde qui veut, Mm. mais beaucoup de gens ont ce désir-là. Est-ce que tout le monde peut? Moi, je pense que tout le monde peut. Tout le monde peut. Tout le monde pourrait. Toutes les conditions. Je pense bien. Hmm. Ben même, je ne veux pas entrer dans le Mais monde c'est optimiste. médical parce que Ouais. c'est pas mon domaine, mais je pense que le corps est fait pour s'auto-guérir. Et donc, si on lui donne ce qu'il a de besoin, pourquoi pas? Encore là, bon, il faut un accompagnement, ça prend du temps. Et les médicaments prescrits en psychiatrie de nos jours sont difficiles à sevrer, puis ils amènent des changements dans les régions cérébrales. Fait qu'il faut faire, tu sais, faut Mais être il y a très prudent. une connaissance à moi qui a été voir son médecin parce qu'elle avait des symptômes dépressifs. Puis le médecin lui a dit, mais c'est parce que tu ne génères plus de dopamine. Ton cerveau n'en génère plus, donc on doit t'en donner. Donc, Ouais. il a commencé sur la médicamentation. Qu'est-ce qui se passe quand ton cerveau ne génère plus ces hormones-là? En fait, la question à se poser, c'est est-ce une hypothèse que tu me dis là ou c'est vraiment prouvé scientifiquement? C'est un modèle pharmacologique, là. Mhm. Donc, ce modèle pharmacologique-là, à ma connaissance de la littérature, il n'a pas encore été démontré. C'est un modèle. C'est une opinion. On pense que Ouais. l'hypothèse, c'est qu'on génère. Huh. C'est ça. Donc, c'est basé sur une hypothèse. Mhm. OK. Mhm. Puis là, on dit que le microbiote, c'est le deuxième cerveau. Ouais, je pense que c'est le premier. C'est le premier. Ouais. Parce que OK. notre cerveau, il réagit aux actions du système digestif. Wow. C'est les bactéries qui conduisent, en mode bidirectionnel, qui amènent la gestion émotionnelle, nos perceptions du monde et les conduites. Wow. Puis je sais pas si t'es là-dedans, mais tu sais, quand tu as un gut feeling, puis tout Mhm. ça, Mhm. comment que le gut fait pour sentir des intuitions, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu as un gut feeling, tout ça. Mhm. Comment ça C'est se bon, hein? passe? C'est-tu c'est des sensations qui sont pas le toucher, la respiration, les yeux? Fait que, Oui. Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, le gut feeling, là, comme on l'appelle, c'est que notre système bactérien réagit à tous les autres systèmes bactériens de notre corps et ceux de la nature. Fait qu'il y comme a les une champignons, interaction, qui c'est sont ça, comme, OK, une interaction entre l'extérieur et moi. Et ce qu'on appelle de l'énergie, c'est cette interaction-là, là. Tu sais, sentir les choses. Et c'est notre système de micro-organismes qui fait ça pour nous. ceux qui sont sur ta Ben, peau, sur la peau, dans tous les organes, on a des bactéries. Dans notre bouche, sur la peau, dans nos yeux, nos poumons. Même quand on marche nu-pied, on a un échange avec le sol et aussi les bactéries, les micro-organismes du sol. quand on est dans euh, quand on est plus dans l'ésotérisme, c'est le On bon a mot, appelé mais ça l'ésotérisme, Mais tu sais, hein? quand on dit on est tous connectés, on est tous Oui, un, dans le fond, oui, toi, ta thèse, ou en tout cas la thèse, c'est que dans le fond, c'est les bactéries, oui. les champignons, les micro-organismes qui Mhm. sont tous connectés, qui se parlent. Oui, on se C'est pas parle. détectable, tu sais, avec nos C'est méthodes ça. D'ailleurs, notre traditionnelles. corps fonctionne avec un champ électromagnétique. Là. Notre cœur, hein? On est fait d'énergie, même si on dit en science que c'est pas scientifique, là, mais en réalité, c'est ça. Ouais. Ouais.
J'adore. Mm. Et on a couvert vraiment beaucoup. Moi, ça m'a clarifié beaucoup de choses. Je pense que je vais mettre plus d'attention dans ce qu'on mange, Oui, puisqu'on a nos enfants, oui, au niveau de m'éduquer sur le microbiote. Mais oui, pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des problèmes de santé ou pas, oui. qu'est-ce qu'on fait? On commence où? On va voir qui? On lit quoi? Bonne question. Ben, en fait, moi, je suis très active sur mes plateformes, Instagram et Facebook. Je partage beaucoup de contenu gratuit, plein de choses éducatives, fait que les gens peuvent venir sur mes pages. Si les gens veulent connaître plus sur la méthode GAPS, oui, ils peuvent aller sur le site www.gaps.me. Donc là, il y a des livres, il y a de la littérature, il y a des foires aux questions, il y a beaucoup, beaucoup de données. Sinon, bien, comme je dis, pour avoir une pratique qui jumelle la santé mentale et le microbiote, on n'est pas des tonnes. Moi, je ne suis plus au Québec, mais je travaille en ligne maintenant. Mais de plus en plus des praticiens GAPS, il y en a, puis on peut les voir partout dans le monde parce qu'il y a un site où vous pouvez aller voir les praticiens. C'est quoi leur profession? Parce que pour devenir un praticien GAPS, il faut à la base être un professionnel de la santé. Donc, vous pouvez aller sur le site du GAPS, chercher. Vous pouvez un chiro, un médecin, un infirmier, un psychologue qui est un praticien GAPS aussi. C'est l'idéal pour ce genre d'accompagnement. OK. Ouais. J'ai appris énormément. Pour moi, je savais, j'avais une intuition. Bon, le système, on l'entend, le système digestif, puis tu le disais, il y a des reportages Netflix maintenant. Oui, Là, moi, ça l'a fait x10 en termes d'importance. oui. Merci de nous Avec avoir plaisir. partagé Mais merci ça. pour l'invitation. Puis merci pour ton courage parce que tu es sorti d'un courant de pensée, tu as fait Oui, tes propres recherches. Puis oui, je pense que c'est vraiment important. Tu es oui. quelqu'un de crédible avec un post-doctorat, avec les gens t'écoutent, puis ça va shaker, puis ça va permettre aux gens de repenser le statu quo. J'espère. Mm. J'espère, c'est ce que je souhaite. Merci beaucoup. Ça m'a Merci, fait Geneviève. plaisir.